Bonjour et bienvenue dans cette interview de fées. Les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, ce sont les femmes de mon monde, ce sont les femmes que j'accompagne, ce sont les femmes que je rencontre. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Hélène Prigent. Justement, avant de commencer cet enregistrement, on se reconnectait à l'intention de ce moment avec Hélène. Voilà, on a pris un petit temps Mmh. de reliance et pour moi, mon intention à travers ces interviews de fées, c'est vraiment de diffuser de la souveraineté et pour moi, la souveraineté, elle se vit de multiples façons et donc je veux pas être la seule à vous parler de souveraineté, je veux entendre d'autres fées vous parler de leur souveraineté à elles, vous partager leur parcours à elles, vous partager leur création à elles et voilà, et c'est aussi l'occasion pour moi, à chaque fois que j'interviewe une fée, de la rencontrer d'une autre manière. Avec Hélène, on s'est déjà rencontrés dans d'autres espaces. Elle m'a notamment invitée dans son podcast Âme d'entrepreneuse, Âme d'entrepreneur. Et aujourd'hui, voilà, c'est moi qui l'invite dans cet espace aussi pour la rencontrer avec vous et entendre sa vie de fée à elle. Donc, bienvenue Hélène. Est-ce que déjà tu as envie de réagir à cette introduction? Merci à toi Capucine, merci infiniment de m'avoir, invitée et effectivement qu'on se soit reliés aussi, avant que l'enregistrement ne débute, je trouve que c'est un bel acte de souveraineté, vraiment parce que tu expliques qu'il y a diverses manières de formaliser quelque part, de vivre sa souveraineté. Et ouais, merci à toi de m'accueillir. Merci, à vous qui écouterez du coup, cette interview et je te rejoins beaucoup justement aussi sur, l'intention que tu as derrière ces interviews, qui est de rencontrer l'autre avec un grand A, puisque c'est l'intention aussi qui me porte tellement dans le podcast Âme d'entrepreneur, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Je suis très curieuse, moi, de l'autre, une passionnée. Ah, on me disait: «Petite, attention, tu parles trop, tu es trop curieuse». Mais non, en fait, la curiosité, j'adore. J'adore être curieuse et de pouvoir, intégrer différents espaces aussi, ça nourrit, ma curiosité. Donc je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui dans cet espace, d'interview, pour les fées. Tu nous donnes déjà une clé, de souveraineté, du coup, que je vais reformuler. C'est qu'en fait, souvent les choses qu'on nous reprochait ou qu'on nous reproche ou qu'on a beaucoup entendu et petit comme étant, «Tu trop comme ci ou comme ça peut vraiment devenir notre talent, notre don, notre pépite, notre unicité. Et du coup, comme tu parles de cette curiosité et que moi je la ressens beaucoup à travers ton podcast parce que j'ai senti à quel point tu avais justement un intérêt pour me rencontrer quand tu m'as interviewée, pour saisir mon parcours, qui je suis. Comment est né ce podcast? Comment tu as eu l'idée de cette création? Parce qu'il y a peut-être des filles qui nous écoutent, qui ont aussi ce petit, enfin, une idée de création de podcast. Comment c'est venu cette création du podcast Âme d'entrepreneur? C'était en fin d'année 2021. J'avais vraiment envie de partir à la rencontre physique, hein, parce que le contexte sanitaire là avait quand même bien fermé, les frontières, même au niveau relations humaines, hein, on pouvait même plus, se voir et j'avais vraiment envie d'aller à la rencontre physique des personnes et puis bon, c'était encore un peu bancal, hein, le contexte, à l'époque, donc je me suis dit: «OK, bon peut-être que je peux pas aller physiquement pour le moment à la rencontre de, la personne, mais il existe d'autres moyens» et donc le podcast pour moi était, une évidence. J'adore parler, j'adore m'exprimer, j'adore écouter aussi, des podcasts, donc pour moi c'était un format qui finalement, est devenu une évidence, finalement de créer un podcast, heu et donc de partir à la rencontre, voilà, de femmes qui avaient, ce désir, d'entreprendre leur vie. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est au-delà, on l'entend beaucoup, et on le limite aussi parfois uniquement à la création d'une entreprise, mais pour moi, c'est tellement plus que ça.
C'est vraiment un état d'esprit, c'est avoir un projet, un rêve, un désir et d'y aller, quoi, d'oser y aller. Et peu importe ce qui se passe en chemin, en fait, c'est de continuer de tracer sa route parce qu'on a juste envie d'y aller. Et c'est de cette manière-là qu'est né le podcast. C'est que j'avais vraiment envie de partir à la rencontre de femmes qui, à un moment donné, se sont questionnées. Moi, ce sont particulièrement des mamans parce que la maternité, moi-même, m'a énormément chamboulée intérieurement, Tu m'a as 3 enfants, c'est transformée. ça, Hélène? Oui, j'ai 3 enfants et mon aîné a eu 10 ans là, le 23 mai et cette décennie aussi, voilà, m'a apporté beaucoup de choses. Et la maternité m'a bouleversée et c'est de cette manière-là d'ailleurs que je suis rentrée, on va dire, dans le monde du développement personnel, hein, parce que je me suis questionnée sur ma parentalité, sur la manière dont je voulais vivre aussi ma grossesse, mon accouchement, enfin voilà, je me suis ouverte à plein de choses. Et, et ayant moi-même vécu ce bouleversement intérieur de femme à maman, j'avais vraiment aussi envie d'aller à la rencontre de femmes qui étaient devenues mères et de connaître leur parcours. Moi, mon parcours, il m'est propre, il m'est unique. Le tien, il est différent. On a toutes, après, des parcours de vie différents, des parcours de maternité différents. Et c'était ça aussi que j'avais vraiment envie d'aller découvrir en allant à la rencontre des personnes que j'interviewais et que je continue d'interviewer et dont tu as fait partie effectivement. Et du coup, là, quand je t'entends, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu dirais que c'est la maternité, le fait de devenir maman, peut-être la première, deuxième, troisième fois, je ne sais pas, qui t'a fait prendre conscience que la notion d'entrepreneuriat est bien plus large que d'avoir une entreprise. Est-ce que tu dirais que c'est, justement, tu parlais de grossesse, de naissance, il y a quand même des choses où on peut reprendre les rênes de sa vie, hein, dans la manière dont on est maman. Est-ce que tu dirais que c'est ça ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont mise dans cette posture d'entrepreneur de ta vie? Parce que pour moi, c'est un peu comme moi, je dis femme souveraine, toi, tu dis entrepreneur de sa vie. Tu vois, il y a quelque chose de reprendre les rênes et de donner la direction et de transformer ce qui fait blocage en chemin. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est la maternité? Est-ce que c'est d'autres choses qui ont provoqué cette réappropriation de ta vie? J'aime beaucoup ce terme, réappropriation de ma vie. Ça s'est fait par étapes parce que je suis devenue une première fois maman. Voilà, ça a été vraiment plutôt fluide. Nous sommes passés voilà, de 2 à 3. C'était facile, fluide. Et puis, c'est la naissance de ma deuxième fille, donc mon deuxième enfant, qui a profondément chamboulé la maman que j'étais. Et puis, donc elle est née en février, ma fille, et puis au mois d'août, je perdais ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère, elle avait 93 ans et demi. Voilà, son corps était usé, elle était prête à partir. Et en fait, il y a eu une transmission, je crois, qui s'est faite à ce moment-là pour moi. C'est, «Oh, mais Hélène, qu'est-ce que tu as envie, toi, de vivre dans ta vie? Quel regard tu as envie de porter sur ta vie quand tu regardes en arrière?» Parce que je pouvais vraiment être cette femme aussi, avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Bon, certaines personnes n'aiment pas forcément l'expression, mais en tout cas, moi, c'était cette expression que je retiens à ce moment-là. Parce qu'avec ma fille, j'étais très fatiguée, elle me demandait beaucoup d'énergie. J'allais reprendre le travail aussi en septembre. Je me demandais au secours, comment je vais faire? Et puis le décès de ma grand-mère, ça a été un déclic. C'est OK. En fait, là, j'arrête de voir le verre à moitié vide et je le vois désormais à moitié plein. Et j'ai commencé à tenir un carnet, je me souviens, l'été 2016, où pour moi, il n'y allait avoir que de la positive attitude, en fait. Plus rien de négatif ne rentrerait dans ce carnet. Et ça a été vraiment après l'enclenchement de tout le reste, j'ai envie de dire. Mais cette année-là, 2016, ça a été vraiment
ouais, une année charnière, en fait, où j'ai décidé, où j'ai choisi de voir les choses autrement. Et du coup, moi, j'aime bien, voilà, identifier les éléments déclencheurs et là, voilà, je me relie aussi à ma grand-mère quand tu parles de la tienne, ma mamou à qui j'ai dédié mon livre et qui est voilà, je pense beaucoup à elle là en t'écoutant. Est-ce que après cette décision, tu as identifié des choses que tu avais à transformer? Parce que, là, dans la manière dont tu en parles, c'est: «J'ai décidé, plus de négatif que du positif». Est-ce que enfin, quels ont été les moments où tu t'es rendu compte que, je vais pas dire c'était pas si facile que ça, mais est-ce qu'il y a eu des choses que tu as eu besoin de faire pour que ça fonctionne, pour que ça dure? Ou est-ce que tu as trouvé finalement que, bah, cette pratique, je ne sais pas si c'est de l'écriture, enfin, tu peux peut-être nous en dire plus sur, je ne sais pas si tu notais des gratitudes ou autres dans ce carnet, mais est-ce que comment tu as pu accompagner cette évolution? Alors du coup, le carnet que j'utilisais, c'est une méthode en fait d'organisation qui s'appelle le bullet journal pour les personnes qui connaissent et qui est, Bah, tu peux peut-être, en parler un petit peu parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui connaissent pas, si tu peux expliquer brièvement? bah, ça reste une méthode, voilà, c'est une méthode vraiment d'organisation qui n'a rien à voir avec un agenda classique où c'est par semaine, par mois que sont notés donc les jours. Là, il y a vraiment c'est une autre manière aussi de percevoir le temps. Le bullet journal, c'est un Américain qui l'a créé, qui s'appelle Ryder Carroll. Donc, il y a des vidéos, hein, des tutos sur YouTube. Bon, aujourd'hui, le bullet journal, elle vend vraiment en poupe, ce qui fait que la méthode initiale peut, à mon sens, être dénaturée. Mais moi, je l'ai faite de manière originelle et, euh, et, et je me suis reconnectée en fait ouais, à autant, à ces minutes qui passent, à ces journées qui passent, et de voir de quelle manière je les vivais, qu'est-ce que je faisais, comment je remplissais mon temps. J'ai remarqué que je le remplissais de manière parfois inutile, juste parce que moi, j'avais l'impression que je devais faire des choses. Et du coup, ça me fatiguait encore plus. J'étais déjà épuisée avec ma deuxième fille qui venait d'arriver, avec les nuits très compliquées. Enfin, voilà, j'étais en mode maman débordée et complètement épuisée. Plus la reprise du travail au mois de septembre, c'était au secours, il me faut vraiment, j'étais comme ça, il me faut un outil en fait pour m'organiser. Et le bullet journal m'a appris vraiment à voir le temps autrement. Et je suis tellement plus apaisée aujourd'hui, tellement plus sereine face au temps qui passe, à la manière dont j'utilise mon temps, à ce que je ressens aussi. C'est vrai que tu parlais de gratitude, je notais des gratitudes. Alors à l'époque, je ne savais pas trop que ça s'appelait gratitude, pour être tout à fait honnête. J'écrivais mes kiffs, les kiffs du jour. Petit clin d'œil à Florence Servan-Schreiber qui a l'initiative hein, du livre, notamment les 3 kiffs par jour. J'écrivais mes kiffs pour me reconnecter justement à cette joie qu'on vit en fait au quotidien, même quand on vit des moments tout pourris, parce que parfois on vit des journées de merde. Désolée l'expression, mais je pense qu'on est nombreuses parfois quand même à se le dire. Euh, Même dans ces journées-là, on peut voir ces petites choses qui finalement subliment notre quotidien. Et cette méthode, ouais, qu'est le bullet journal, m'a vraiment amenée à me réapproprier mon temps, en fait. Mmh. Ça me fait sourire, ça me fait même rire ce que tu racontes parce que j'ai fait un live, sur Facebook mardi sur Vie de merde. Tu sais, il y a un site comme ça où les gens Ah racontent oui, et où je dis qu'en fait, la souveraineté, ou peut-être le fait d'être entrepreneur de sa vie, c'est justement dans ces journées, de merde. Dans ces journées où les choses se passent pas comme prévu, dans ces journées où, on a des doutes, enfin, où on manque de sommeil, ou parce que quand tout va bien, c'est c'est plus facile.
Complètement. Donc voilà, c'est pour ça que je souriais. Et en fait, j'ai eu aussi, moi, une pratique d'écriture de remerciements. J'appelais pas ça gratitude à l'époque. Et ça m'a énormément apporté. Je voulais partager aussi, je te fais je partage des choses en écho à ce que tu dis. C'est que j'aime beaucoup la manière dont tu parles du rapport au temps et je trouve que par rapport à la gestion du temps, on a beaucoup d'injonctions. Et justement, juste avant de lancer l'enregistrement, je te disais, aujourd'hui, j'ai une journée complètement full. Je l'ai partagé en story, tu me disais, j'ai vu ta story, oui, effectivement. Et en fait, on entend parfois des injonctions à il faut, enfin, en tout cas, on peut ressentir que notre vie est belle et bien et socialement reconnue justement si c'est plein. Plus ça semble plein, plus on est une femme qui réussit à être à la fois mère, chef de chantier, tout ça. Et moi, je sais que vu de l'extérieur, je peux parfois donner cette vision-là. C'est pour ça que j'aime bien en parler aussi dans ces interviews parce que ça permet de dézoomer des choses, notamment que sur les réseaux sociaux peuvent être un peu déformées. Et à l'inverse, il peut y avoir aussi cette injonction à il faut rien prévoir, il faut rien remplir, qui est beaucoup plus, du coup, là, je parle d'énergie masculine ou féminine dans des extrêmes, hein. Voilà, en fait, plus tu crées le vide, plus la vie va faire à ta place. Et au final, à mon sens, cette recherche du vide et de l'éther permanent, il matérialise quand même pas grand-chose. Donc cet équilibre-là, il est propre à chacune et pour moi, il fait réellement partie de la souveraineté. Du coup, j'aimerais que tu nous en parles. Est-ce que déjà, voilà, dans ce rapport au temps, comment tu parlerais d'énergie féminine et masculine et comment toi, tu peux amener ton éclairage sur ce qui est pour moi un des piliers de la souveraineté? Justement, je vais rebondir sur ce vide dont tu parles, parce qu'à un moment donné, j'étais beaucoup dans le faire, jusqu'au point où j'ai vécu un épuisement maternel. Je ne pense pas avoir été jusqu'au burn-out maternel, mais j'ai vécu un épuisement maternel. Et j'ai été au travail et rien que le fait de penser à mes enfants, de les retrouver, j'angoissais. J'angoissais, je pouvais pleurer. Ça a été une période extrêmement compliquée à vivre pour moi. Et c'est ma fille de 5 ans, mon aînée à l'époque, qui avait 5 ans, qui m'a dit, qui m'en a fait en fait prendre conscience. Comme quoi les enfants sont des êtres tellement merveilleux et fabuleux. Et c'était en juillet 2018. Et là, je me suis dit, mais plus jamais le travail ne sera ma priorité. Plus jamais. Là, c'était stop. Ma priorité, j'ai eu des enfants, ok, mais c'était pour être présente avec eux et être présente, mais de manière qualitative. Et je me suis là laissée tomber dans le piège, justement, je crois, j'en fais le moins possible, je m'écoute. J'ai complètement fait l'opposé de ce que je faisais jusqu'alors, à être complètement à mon écoute, mais parce que j'en avais besoin aussi à ce moment-là, très honnêtement, j'en ai eu besoin. Mais à un moment donné, hop, j'ai réactivé retrouvé cet équilibre qui, moi, me correspondait entre ce passage à l'action qui fait avancer, parce que prendre soin de soi, c'est fabuleux et c'est magnifique. Et je crois qu'en tant que femme, on ne se l'autorise pas assez parce qu'on a un sentiment de culpabilité là qui nous traverse, alors qu'on ne devrait pas finalement se sentir coupable de prendre du temps pour nous. Mais en même temps, pour que les choses avancent comme nous, on aimerait les voir avancer, on se met en action en fait. Et donc, j'ai rééquilibré, je dirais, parce qu'après, j'ai eu un troisième enfant aussi qui m'a... Qui est Voilà. revenu mettre son grain de sel dans l'équipe. Exactement.
Donc, c'est un processus, en fait. C'est là aussi où la notion de temps, pour moi, était vraiment essentielle. C'est un processus. Et vraiment, je crois que c'est depuis que mon dernier, il a eu 3 ans, là, en octobre. Et le fait qu'il ait eu 3 ans, déjà, il est rentré aussi à l'école. Il est beaucoup plus autonome. J'ai senti que moi, ça y est, je pouvais poursuivre ma vie de femme, en fait. Je voulais 3 enfants. Nous voulions 3 enfants avec leur papa. Nous avons eu nos 3 enfants. Et c'est vraiment, oui, je crois, enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, aux 3 ans de mon fils, où il s'est passé quelque chose, où là, j'ai réenclenché quelque chose de beaucoup plus juste pour moi, en mêlant et du temps pour moi et de l'écoute de mon être, de mes corps même, Mm. et le passage à l'action. Mais aujourd'hui, mon passage à l'action, il est beaucoup plus inspiré qu'avant. Avant, je faisais. Comme tu disais, enfin, c'est dans le paraître. On explique ce qu'on fait, on peut paraître cette femme à l'agenda bien chargé, mais en même temps, peut-être que psychologiquement ou physiquement, on n'en peut plus, quoi. Et aujourd'hui, non. Avec mes différentes expériences, j'ajuste. Mais J'ajuste. du coup, on peut voir que parfois, pour arriver à l'équilibre, il y a besoin d'aller dans l'extrême, ou en tout cas, c'est un processus, moi, que j'observe, déjà, qui a été le cas pour moi aussi, et que j'observe aussi, notamment dans les personnes qui viennent en accompagnement individuel avec moi, où finalement, elles ont été bien souvent dans un extrême d'énergie masculine, et puis après, dans beaucoup plus d'énergie féminine, et où, voilà, il y a eu besoin de toucher ces deux déséquilibres pour sentir aussi comment ça peut se mettre en équilibre. Mm. Et Tu vois. ressentir, du coup, en fait, je mets là parce que c'est une notion de ressenti aussi, justement, après, pour retrouver notre propre équilibre, parce qu'il est propre à chacun, chacune. Et c'est de ressentir aussi, d'être vraiment à l'écoute de notre propre équilibre à nous, et non pas en fonction de ce que les autres aimeraient que l'on fasse ou que la société aimerait que l'on soit, quoi. Ouais. Et du coup, dans ce que moi j'appelle le deuxième pilier de la souveraineté, qui est l'harmonisation du couple intérieur, donc de l'intuition à l'action, tu viens de dire, mais mes actions, elles sont beaucoup plus inspirées. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une action inspirée? J'ai aussi envie que tu nous parles de l'école que tu viens de créer, ou en tout cas que tu viens de lancer. Ça peut être un projet qui a mis du temps à Ah oui. voir le jour. Voilà, comment c'est né? Est-ce que c'est un bon exemple pour ça? Est-ce que tu as plutôt envie de prendre un exemple autre pour l'action inspirée, puis de nous en parler après? Non, l'école, c'est un bon exemple, surtout qu'on parle de la notion de temps et de la notion de processus, parce que cette école, elle est arrivée dans ma tête au mois de mai 2022, donc il y a plus d'1 an. Et je l'ai créée là au mois de mai 2023. Donc elle a mis 1 an à Ouais, s'infuser en moi, je sais pas, à se connecter à moi, à voir de quelle manière je pourrais la faire naître aussi. Et du coup, elle est née au mois de mai 2023. Alors, au départ, j'avais envie de le faire au mois de mai. Et c'est sur mon profil Facebook, j'ai eu un rappel de souvenir du 16 mai 2022. Et c'est là où j'ai revu que, ah waouh, je parlais de l'école de l'entrepreneuriat à ce moment-là, quoi. Et là, Hmm. j'ai trouvé ça, enfin, dingue, synchronicité absolue. Et donc, cette école est née, mais elle a mis 1 an, effectivement, à naître. Et ce que j'ai fait durant cette année, c'est que je me suis connectée à ce que j'avais envie aussi de faire, à la contribution que je voulais apporter, en fait, auprès des femmes particulièrement, auprès des mamans, avec ce désir justement de trouver leur équilibre aussi entre leur travail et leur vie de famille, parce que le travail n'est pas neutre. La vie de famille peut être aussi très challengeante. Donc comment est-ce qu'on trouve son équilibre quand on a
vraiment ce désir d'être une femme qui travaille tout en ayant des enfants. On n'a pas à choisir, en fait, dès lors qu'on a un enfant, on n'a pas à choisir entre travail et vie de famille. On peut tout à fait avoir les deux. Et de pouvoir accompagner ces femmes à réaliser leurs projets professionnels et en même temps à se réaliser à travers leurs projets professionnels, tout en profitant de leur vie de famille, ça me porte beaucoup. Et je dirais même plus, ça me fait penser à la formule du pour et du contre. Mais à un moment, moi, j'ai déjà vu que oui, j'avais pas à opposer mon rôle de mère et mes aspirations professionnelles. Ça, c'était la première étape. Et même aujourd'hui, je vois à quel point, et tu le disais tout à l'heure en remerciant tes enfants, à quel point mes enfants nourrissent mon entreprise et mes créations professionnelles à travers ce qu'ils sont, à travers tout ce qui me montre de la vie, de qui je suis, etc. Et à quel point mon entreprise nourrit, enrichit ma famille et à quel point, en fait, ces deux parties de moi, c'est vraiment un cercle vertueux qui crée l'abondance de l'un, crée l'abondance de l'autre, alors qu'au départ, que ce soit avant d'avoir des enfants où j'en avais une représentation de est-ce que je vais être cette mère. J'avais un peu soit je vais être cette mère qui bosse comme une dingue et qui du coup confie ses enfants à une nounou. J'avais un peu deux versions, tu vois, de la mère, soit working girl Oui. qui du coup voit jamais ses enfants et voilà, soit celle qui reste en jogging toute la journée, qui ressemble plus à rien, qui sait plus avoir une discussion intéressante parce qu'elle fait que être dans les couches. Enfin, tu vois, j'aime vraiment au secours, quoi. D'ailleurs, quand je te parle de ces deux représentations, je comprends pourquoi le processus pour avoir des enfants a pu être un petit peu difficile. Mais du coup, tu vois, quand on regarde, et je pense que je suis pas la seule à avoir ces deux extrêmes-là, j'ai vraiment envie que tu puisses nous parler de ta grande vision pour qu'aujourd'hui, les femmes, soit sont dans un désir de maternité, soit qui sont peut-être avec des enfants en bas âge et qui se sentent tiraillées ou des enfants plus grands, puissent vraiment sentir à quel point non seulement les deux ne sont pas opposés, mais à quel point quand ces deux parts de nous sont ensemble, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus léger, flow. Enfin, il y a plein de... Enfin, voilà. Je te laisse... C'est vrai que dans la société, et tu l'as dit très justement, je pense qu'on a cette vision de la maman qui, la working girl, quoi, qui est à fond 100% travail, ou la maman au foyer. Et moi, personnellement, je n'avais pas perçu cet entre-deux, en fait, qu'une maman pouvait et travailler et aussi s'éclater en tant que maman et trouver son équilibre aussi là-dedans. Donc moi, je partais aussi avec mes propres représentations, avec mes propres expériences aussi personnelles, de ce que j'avais aussi moi reçu, que ce soit de mes parents, que ce soit de la société. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne me correspond pas. J'étais maman salariée à 100%. À l'époque, j'avais 2 enfants, mais je me suis épuisée, donc ça ne me correspondait pas. Donc, à quel moment, finalement, en fait, après, c'est à nous, c'est ça. À un moment donné, je me suis dit, mais là, ça ne te correspond pas, Hélène. Qu'est-ce qui peut s'ouvrir à toi pour être une mère qui continue de travailler, parce qu'en fait, j'adore travailler dans quelque chose qui m'anime, hein, qui me fait sens et qui me fait kiffer, tout en ayant du temps pour mes enfants. Et c'est justement pendant ma 3e grossesse que là, je me suis dit, mais je vais travailler à mon compte, en fait. Comme ça, je vais être maître de mon temps et je vais pouvoir organiser mon temps à ma manière. Tout en continuant de continuer, oui, d'accompagner. Parce que je suis travailleuse sociale de formation, comme tu l'as été aussi, et j'accompagnais des femmes victimes de violences conjugales, donc aussi avec des passés très problématiques,
traumatisant parfois. Et quand je voyais la façon aussi dont elles faisaient de leur passé, de leur force, de leur histoire, leur force aujourd'hui, ben, je me suis dit, c'est possible pour tout le monde en fait. Donc moi-même, je pouvais reprendre aussi les rênes de ma vie entre mes mains et en faire ce que je voulais. Et donc c'est en 2019, ouais, quand j'étais enceinte de mon 3e enfant, que je me suis dit, ben là, je vais me lancer à mon compte pour pouvoir être maître de mon temps. Et là, j'en reviens aux enfants parce que c'est justement ce 3e enfant qui m'a permis d'avoir cette évidence, en fait, d'être là pour eux, euh, tout en continuant de travailler d'une manière qui, moi, me corresponde et qui corresponde aussi au rythme de mes enfants et au rythme que moi, je voulais avoir aussi avec mes enfants. Merci pour ton partage parce que je trouve que, comment dire, ça vient nourrir ce monde des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté parce que je crois qu'on est une génération un peu de transition où nous, les femmes, aujourd'hui, on a à créer ensemble, à évoluer ensemble, ou en tout cas à créer d'autres manières d'être des femmes qui travaillent, qui sont mères, qui sont dans un équilibre personnel. Et donc, la voie entrepreneuriale, je crois que c'est clairement une voie qui permet ça. En tout cas, pour nous deux, ça l'a été. Il y a sûrement plein d'autres choses à faire évoluer et à inventer autour de ça. Comment toi, c'est fait? Tu viens d'évoquer ton passé de travailleur social. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement ton parcours et comment s'est fait cette transition concrètement? Tu vois, qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, tu as parlé de cette école. Je veux bien aussi que tu dises son nom, que tu dises, voilà, que tu en parles un peu plus. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai créé l'école AELA, des âmes d'entrepreneurs libres et audacieuses, et je fais le lien avec un de mes profonds rêves quand j'étais petite fille, c'était d'être maîtresse. C'était mon rêve. Donc, à l'époque, pour être maîtresse d'école, professeur des écoles, il était obligatoire d'avoir un bac+3 et de passer par la fac. Il n'y avait pas les passerelles comme on a aujourd'hui. Donc, j'ai un bac scientifique. En même temps, je m'oriente en fac de langue. Tout va bien. Il y en a qui ne vont pas trouver ça linéaire, mais comme quoi, quand on s'ouvre le champ des possibles, on peut tout à fait y arriver. Première année de fac, ça a été hyper compliqué pour moi. Je n'aimais pas ça, en fait. C'était pas assez concret pour moi. Mais j'ai continué de poursuivre parce que mon rêve d'être instite était plus fort que tout. Et comme je devais vraiment avoir un bac+3, c'était une obligation. Sans ce fameux bac+3, ce n'était pas possible, à l'époque en tout cas. J'ai poursuivi en fac, tout en ayant en tête que je pouvais partir à l'étranger. Donc comme ça, en fac, voilà, je suis partie en Erasmus, j'ai fait des stages à l'étranger, comme ça, j'étais un peu moins sur les bancs de l'école. Et puis, finalement, j'ai passé le concours pour être professeur des écoles 3 fois et je ne l'ai jamais eu. Donc, au bout d'un moment, c'est pareil. Hélène, est-ce que tu continues tête baissée là-dedans ou est-ce qu'au bout d'un moment aussi, tu te tournes vers autre chose? Surtout que l'année, j'ai passé 1 an à l'IUFM. Donc, à l'époque, c'était l'année à l'Institut universitaire de formation des maîtres. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, ils préparaient au concours. Ça a été une année complexe pour moi parce qu'on nous demandait d'être très protocolaire, quoi. Quand même, rentrer dans le moule éducation nationale. Donc aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi aussi, peut-être que je n'ai pas eu mon concours, c'est pas pour rien. Je ne connais pas beaucoup, mais Mais bon. tu t'épanouirais dans l'éducation nationale, mais bon. Ou en tout cas, j'apporterais voilà, ma fraîcheur et ma curiosité, en tout cas dans ce système qui, pour moi, que je ne dénigre pas, hein, mais qui, pour moi, a vraiment a besoin, je pense, d'un petit coup de pied dans la fourmilière quand même, pour pouvoir apporter de la nouveauté et s'ouvrir à autre chose. Et donc, c'est à ce moment-là, donc j'ai raté mes concours et j'avais passé aussi 1 an en tant que surveillante dans un collège et j'ai adoré particulièrement être avec les élèves difficiles.
compliqué, j'adore. Et du coup, je me suis dit, bah, travailleur social, quoi. Donc, je me suis lancée dans mes études. Et puis voilà, après, j'étais en stage 4 mois dans cet établissement-là pour femmes victimes de violences conjugales. J'ai été embauchée là-bas par la suite et puis j'y suis restée pendant 6 ans. Donc, Et au voilà. moment où tu as monté donc ton entreprise, comment elle s'appelle? C'était quoi ton... Parce que Alors, au là, départ, tu nous oui, parles de l'école, mais comment s'est fait la transition elle, à l'entrepreneuriat? elle a été tumultueuse. Du coup, en 2019, j'ai décidé, entre-temps, mon conjoint a été muté. On vivait en région parisienne aussi à l'époque. Il a été muté en Loire-Atlantique, donc dans l'Ouest, et je l'ai suivi. Donc, j'ai dû démissionner de mon poste de travailleur social. Et en arrivant ici, j'ai été pendant 1 an formatrice auprès de futurs étudiants travailleurs sociaux. Et c'est cette année-là qui a été, je crois, l'année de trop au travail, parce que ma fille avait déjà 1 an et demi, 2 ans. Et depuis qu'elle était née, je sentais que sur le plan professionnel, c'était plus très juste. Je me revois devant des femmes en rendez-vous à me dire qu'est-ce que je fais là? Et pour moi, c'est pas comme ça que je désirais travailler, quoi. Donc après la naissance de ma deuxième fille, quand je suis revenue au travail, il s'est passé ça aussi en tant que travailleur social. Euh, Qu'est-ce que je faisais là? Je ne me retrouvais plus du tout dans mon travail, à accompagner ces femmes, surtout dans le social, ça bougeait énormément. On était plutôt à comptabiliser les chiffres plutôt que d'être dans la relation humaine. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était plus très juste pour moi. Et mon conjoint se fait muter, donc je démissionne. Et voilà, là, je passe une année en tant que formatrice, mais c'était beaucoup trop rapide en fait. J'étais déjà en questionnement, déjà. Ouais, j'étais déjà en questionnement et je ne me suis pas écoutée. À ce moment-là, j'ai directement retrouvé un travail. Ce qui fait que je me suis... ça a été une année magnifique où j'ai énormément appris, mais une année aussi où j'ai touché mes limites, vraiment. Et c'est après que je suis tombée enceinte donc, de mon troisième, enfin, que j'ai vécu ma grossesse. Je vais plutôt le dire comme ça, je trouve ça plus joli À quand chaque même fois, je le fais. que cette expression, mais tu vois, naturellement, je le dis, tomber enceinte, mais en fait, non, non. J'ai vécu ensuite ma troisième grossesse et c'est là où je décide donc de créer mon entreprise, mais en mode tranquille. J'étais au chômage, du coup, aussi à l'époque. Euh, et j'ai créé mon entreprise en septembre 2021. Au départ, pour les femmes victimes de Mais violences tu conjugales. me fais sourire avec toutes ces dates dont tu te rappelles. Moi, je suis incapable depuis le début de Ah, l'interview. Tu donnes des dates, des âges et tout. Moi, je n'arrive non. pas. J'admire ça, j'admire. Mais c'est ce que j'adore dans les parcours de vie, c'est de comprendre, moi, ouais, bah, j'ai un rapport au temps particulier. J'aime bien comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé à tel moment. Peut-être que ça peut mettre de la conscience sur ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est 5 ans plus tard. J'aime beaucoup, moi, regrouper, refaire des liens entre les événements. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai la mémoire des dates. Et, euh, et donc, ouais, au départ, la création de mon entreprise, je me suis dit, il manque cruellement de- d'actions, d'activités en lien avec les violences conjugales, hein. Pour moi, ça reste encore tabou dans la société, alors que qu'il s'en passe tellement, 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 tellement des choses. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et en fait, je me suis épuisée. Les clientes que j'avais, c'était compliqué. J'étais plus, en fait, tout simplement dans cette optique de... parce que les violences conjugales, ça touche aussi à la thérapie. Enfin, c'était très... Ouais, c'est touchy et c'est vraiment pas évident quand on a accompagné en étant salarié finalement, que ce soit par une association, une institution, enfin peu importe, mais voilà qu'on a eu un rapport de gratuité en fait avec le public qu'on a accompagné. Moi, j'ai toujours eu cette envie de me dire, bah, un jour, j'accompagnerai beaucoup plus librement. Mais ça impliquait que les personnes qui viennent dans mes accompagnements ben, payent pour ça. Et en fait, cette transition-là alors là, on dit travailleur social, mais peu importe le domaine d'accompagnement
qu'on a eu en tant que salarié et celui qu'on souhaite avoir de manière, enfin, avec son entreprise. Mais il y a vraiment une transition à faire sur énormément de sujets. Il y a beaucoup à réinformer. Bah voilà, moi, en tout cas pour moi, dans le rapport à l'argent, Complètement. sur plein de sujets. Et donc toi, au départ, ton entreprise, elle visait ces femmes-là? Ouais. D'accord. Et voilà, on sortait un peu aussi du confinement, donc c'était aussi très particulier, des femmes très mal psychologiquement et en fait, je ne suis pas thérapeute, tout simplement. Mmh. Là, j'ai aussi, mis mes limites, je ne suis pas thérapeute, donc là, je me suis aperçue aussi que c'était pas, ces personnes-là que je désirais accompagner. Moi, je ne voulais plus m'épuiser dans mon travail et j'avais vraiment ce ressenti qu'elle me vampirisait au niveau de mon énergie. Donc Mmh. je me suis recentrée, mais qu'est-ce que tu as envie de faire en fait, Hélène, quoi? Qu'est-ce que tu as envie? Et ma curiosité, pour le coup, a été là, difficile pour moi à dompter parce que je voulais faire plein de choses, plein de choses et finalement, quand, c'était, en 2021. Je me demande s'il n'y a pas eu encore une espèce de pseudo-confinement encore ou l'école à la maison. Je me souviens que les vacances, il y a eu un truc comme ça, Pas moi, c'est pas moi qui vais te donner les dates des confinements. et je me Voilà, suis dit: je sais que «Waouh, ça mais a c'est» duré longtemps et que et c'est là que je me suis dit: «Mais c'est pour ça, en fait, que je me suis mise à mon compte, c'est pour être présente auprès de mes enfants». Donc comment, tu peux qui tu as envie d'accompagner, Hélène? Bah, ces femmes qui désirent travailler, mais tout en étant présentes auprès de leurs enfants. Ça Mmh. peut paraître très simple, dit comme ça, mais j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant d'y parvenir finalement. J'ai tourné un peu autour du pot, j'ai fait aussi, je pense, ce qu'on attendait de moi. Les violences conjugales, c'est: «Ah mais c'est trop bien, on en a besoin, ces femmes en ont besoin» et ben, j'étais clairement dans cette, posture de sauveuse. «Mais oui, moi aussi, je vais apporter ma contribution, je vais faire» mais non, en fait, je me suis épuisée là-dedans et il y en a d'autres qui le font merveilleusement bien, mais moi, ce n'est plus, là où j'ai envie de mettre mon énergie. Et on l'a fait l'une et l'autre, à des moments de notre vie. En fait, on a différentes phases dans la vie. Moi, je pense que quand j'ai été assistante sociale, c'était la place parfaite pour moi ou en tout cas pour me faire, vivre ce que j'avais à vivre. Mais effectivement, je pense qu'il y a comme une accélération du temps. Tu sais, on parle beaucoup, je trouve que le thème du temps est très présent dans cette journée et enfin dans ma journée en tout cas et du coup dans cette interview et dans ce que tu apportes. Et en fait, dans une vie, ben, il y a différentes phases, il y a un temps pour tout, et il y a un temps aussi pour, j'allais dire pour chaque souveraineté. J'aime bien dire ça, il y a pas qu'est-ce qui est souverain pour moi à vie. Ouais, et du coup, là, je fais un petit lien avec l'astrologie, c'est comme notre carte natale, en fait, elle ne fige rien. Mmh. Au contraire, elle ouvre des possibilités et il y a des moments où elle va nous permettre de révéler des parties de qui on est comme ça, mais on a toute une vie pour ça et la vie est mouvement, la vie est cycle et la Oh vie oui. est donc merci d'amener ouais, ces nuances et ouais, ce rapport au temps. J'aime beaucoup ta manière d'en parler. On arrive au bout de cet échange qui pourrait durer Mais encore, oui, c'est passé vite. mais j'ai à cœur de concentrer aussi les choses pour garder l'essence de mais il y a peut-être des choses que tu avais envie de partager et où, bah, voilà, on n'est pas allé par là, mais tu aurais envie là de déposer soit un épisode de ta vie ou quelque chose, tu vois, qui peut apporter aux femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire Bah, qui s'est ce pas qui invité, mais que tu amènes consciemment? ce qui me vient là, c'est vraiment ce rapport au temps.
Vraiment, c'est quelque chose qui me porte beaucoup parce que, on a toutes 24 heures dans notre journée, toutes et tous, hein, le temps n'est pas extensible. Par contre, on a vraiment, c'est un choix que l'on a, de la manière de vivre ce temps-là, que la vie, c'est clairement pas un dû, qu'elle est précieuse, qu'on est là sur terre et que je suis convaincue, et ça, c'est un des mes grands messages à travers l'école aussi, c'est que je suis convaincue que tout le monde a un message à transmettre. Nous avons tous un message. Tu parlais aussi tout à l'heure de dons, de zones de génie, ça, je suis convaincue aussi, même, et c'est pour ça que j'ai appelé aussi, mon lieu de vie Ayla, une école, parce que l'école peut aussi être un peu mal perçue parce que, elle a pu refermer justement des pépites, des lumières. Elle a pu éteindre vraiment des personnes lumineuses, et là, c'est un petit pied de nez finalement aussi à l'école traditionnelle en me disant: «Mais en fait, tout le monde, quand on prend le temps, de connaître la personne, quand elle-même prend ce temps de se connaître elle, de révéler et de réveiller finalement ce qu'elle a à l'intérieur d'elle pour, faire rayonner, à l'extérieur». Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur aussi d'apporter à travers l'école Aela, c'est de pouvoir amener, chaque personne, parce que j'ai pour vision vraiment que ça s'adresse même après aux enfants, aux jeunes qui sont paumés en fait dans leur scolarité aussi, de pouvoir leur montrer que mais toi aussi tu as quelque chose en toi, et fais-en, fais-en ton métier, fais-en ton travail parce que tu as ça en toi, tu as ce don, donc vas-y. Donc c'est vraiment, ouais, notre vie elle est précieuse, donc prenons le temps en fait aussi de la vivre d'une manière qui nous fasse kiffer, parce que j'aime aussi le côté fun et kiffant de la vie. Donc prenons vraiment ce temps de se créer une vie kiffante, quoi, vraiment. Merci Hélène. Cette conclusion, je rajoute rien parce que j'aurais plein de choses à dire, mais en fait, tes mots ont vibré en moi. J'espère qu'ils vibrent aussi pour vous, qui vous reconnectent à... Enfin, voilà, c'est tellement beau et vrai ce que tu nous partages, Hélène. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une prochaine interview. Vous trouverez en bas de cette interview les liens pour retrouver l'école Aïla et les contacts pour retrouver Hélène. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi, Hélène. Merci Capucine, merci à vous.